Convention relative aux droits des personnes handicapées. Entrée en vigueur le 3 mai 2008. C'est une convention que l'on retrouve sur le site de l'ONU. Dit par Émile Verlerme en mars 2021. Convention relative aux droits des personnes handicapées. Préambule. Les États parties à la présente convention. Petit a. Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Petit b. Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenus que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune. Petit c. Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d'en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination. Petit d. Rappelant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Petit e. Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Petit f. Reconnaissant l'importance des principes et lignes directrices contenus dans le programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et dans les règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l'élaboration et l'évaluation au niveau national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l'égalisation des chances des personnes handicapées. Petit g. Soulignant qu'il importe d'intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable. Petit h. Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérente à la personne humaine. Petit i. Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées. Petit j. Reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l'homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé. Petit k. Préoccupé par le fait qu'en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d'être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l'objet de violations des droits de l'homme dans toutes les parties du monde. Petit l. Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement. Petit m. Appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leur communauté, et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ces personnes, ainsi que celle de leur pleine participation, renforceront leur sentiment d'appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leur société et l'élimination de la pauvreté. Petit n. Reconnaissant l'importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelle, y compris la liberté de faire leurs propres choix. Petit o. Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement au processus de prise de décision concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement. Petit p. Préoccupé par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées
qui sont exposés à des formes multiples ou aggravées de discrimination, fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation. Petit Q. Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l'extérieur, des risques plus élevés de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d'exploitation. Petit R. Reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu'ont contractées à cette fin les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant. Petit s. Soulignant la nécessité d'intégrer le principe de l'égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées. Petit t. Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu'il importe au plus haut point de s'attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées. Petit u. Conscient qu'une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur le respect des instruments des droits de l'homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d'occupation étrangère. Petit v. Reconnaissant qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation, ainsi qu'à l'information et la communication, pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Petit w. Conscient que l'individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Petit x. Convaincu que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'État, et que les personnes handicapées et les membres de la famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaire pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées. Petit y. Convaincu qu'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu'elle favorisera leur participation, sur la base de l'égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement. Sont convenus de ce qui suit. Article 1er. Objet. La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Article 2. Définition. Aux fins de la présente convention, on entend par communication, entre autres, les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédia accessibles, ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorées et alternatives à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l'information et de la communication accessible. On entend par langue, entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langues non parlées. On entend par discrimination fondée sur le handicap, toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou autres,
La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. On entend par aménagement raisonnable les modifications et ajustements nécessaires et appropriés, n'imposant pas de charges disproportionnées ou indues à porter, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. On entend par conception universelle la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale. La conception universelle n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées, là où ils sont nécessaires. Article 3. Principes généraux. Les principes de la présente Convention sont a. Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes. B. La non-discrimination. C. La participation et l'intégration pleine et effective à la société. D. Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité. E. L'égalité des chances. F. L'accessibilité. G. L'égalité entre les hommes et les femmes. H. Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Article 4. Obligation générale. 1. Les États parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à a. Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. B. Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées. C. Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes. D. S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention. E. Prendre toute mesure appropriée pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée. F. Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui devrait nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives. G. Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies, y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, qui soient adaptés aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable. H. Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements. I. Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits. 2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention, qui sont d'application immédiate
en vertu du droit international. 3. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent. 4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un État partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnues ou en vigueur dans un État partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré. 5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent sans limitation ni exception aucune à toutes les unités constitutives des États fédératifs. Article 5. Égalité et non-discrimination. 1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi. 2. Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement. 3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés. 4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention. Article 6. Femmes handicapées. 1. Les États parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. 2. Les États parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention. Article 7. Enfants handicapés. 1. Les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants. 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Les États parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge. Article 8. Sensibilisation. 1. Les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de petit a. Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées. Petit b. Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines. Petit c. Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées. 2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États parties, petit a, lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de 1. Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées. 2. Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard. 3. Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leur contribution dans leur milieu de travail et sur le marché du travail. Petit b.
encourage à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées. Petit c. Encourage tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l'objet de la présente convention. Petit d. Encourage l'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées. Article 9. Accessibilité. 1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, au transport, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent entre autres. Petit a. Aux bâtiments, à la voirie, au transport et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail. Petit b. Aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence. 2. Les États parties prennent également des mesures appropriées pour, petit a, élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public, et contrôler l'application de ces normes et directives. Petit b. Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées. Petit c. Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d'accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Petit d. Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre. Petit e. Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d'interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments et autres installations ouverts au public. Petit f. Promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées, afin de leur assurer l'accès à l'information. Petit g. Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet. Petit h. Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal. Article 10. Droit à la vie. Les États parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective sur la base de l'égalité avec les autres. Article 11. Situation de risque et situation d'urgence humanitaire. Les États parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. 1. Les États parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance, en tout lieu, de leur personnalité juridique. 2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. 3. Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 4. Les États parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus conformément au droit international des droits de l'homme.
Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêts et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes, aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédits financiers. Ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens. Article 13. Accès à la justice. 1. Les États parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoin, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. 2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires. Article 14. Liberté et sécurité de la personne. 1. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, petit a, jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne, petit b, ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire. Ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. 2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables. Article 15. Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 2. Les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 16. Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance. 1. Les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toute forme d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe. 2. Les États parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, en assurant notamment aux personnes handicapées, à leurs familles et à leurs aidants, des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer des cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les États parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés. 3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les États parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
4. Les États parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d'exploitation, de violences ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de la personne, et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l'âge. 5. Les États parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites. Article 17. Protection de l'intégrité de la personne. Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres. Article 18. Droit de circuler librement et nationalité. 1. Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées, petit a, aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité, et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap. Petit b, ne soient pas privés, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d'identité, ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler librement. Petit c, et le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur. Petit d, ne soient pas privés arbitrairement ou en raison de leur handicap du droit d'entrer dans leur propre pays. 2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être élevés par eux. Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société. Les États parties à la présente convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit, ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que petit a, les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Petit b, les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation. Petit c, les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres et soient adaptés à leurs besoins. Article 20. Mobilité personnelle. Les États parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées dans la plus grande autonomie possible, y compris en petit a, facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable. Petit b, facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animalière, et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable. Petit c, dispensant aux personnes handicapées et au personnel spécialisé qui travaille avec elles une formation aux techniques de mobilité. Petit d, encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d'assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.
Article 21. Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information. Les États parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tout moyen de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États parties. Petit a. Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et aux moyens de technologie adaptés aux différents types de handicap. Petit b. Accepte et facilite le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative, et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix. Petit c. Demande instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser. Petit d. Encourage les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées. Petit e. Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes. Article 22. Respect de la vie privée. 1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autre type de communication, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 2. Les États parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres. Article 23. Respect du domicile et de la famille. 1. Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que, petit a, soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille, sur la base du libre et plein consentement des futurs époux. Petit b. Soit reconnu aux personnes handicapées le droit de décider librement, et en toute connaissance de cause, du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances, ainsi que le droit d'avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l'information et à l'éducation en matière de procréation et de planification familiale, et à ce que les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits leur soient fournis. Petit c. Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité sur la base de l'égalité avec les autres. 2. Les États parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale. Dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. 3. Les États parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille, aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés. Les États parties s'engagent à fournir aux enfants handicapés et à leurs familles, à un stade précoce, un large éventail d'informations et de services, dont des services d'accompagnement. 4. Les États parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément aux droits et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents. 5.
Les États parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté. Article 24. Éducation. 1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent petit a. Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine. Petit b. L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité, ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leur potentialité. Petit c. La participation effective des personnes handicapées à une société libre. 2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États parties veillent à ce que petit a. Les personnes handicapées ne soient pas exclues sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire. Petit b. Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire. Petit c. Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun. Petit d. Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective. Petit e. Des mesures d'accompagnement individualisées efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration. 3. Les États parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États parties prennent des mesures appropriées, et notamment petit a. Facilite l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorées et alternatives, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat. Petit b. Facilite l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes. Petit c. Veille à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles, et en particulier les enfants, reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation. 4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille, et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation au handicap et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorées et alternatives, et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées. 5. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées. Article 25. Santé. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation, en particulier les États parties. Petit a.
fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable, couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publics communautaires. Petit b, fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Petit c, fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural. Petit d, exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées. À cette fin, les États parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs publics et privés de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées. Petit e, interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance vie. Petit f, empêche tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux, ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap. Article 26. Adaptation et réadaptation. 1. Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes. Petit a. Commence au stade le plus précoce possible et soit fondé sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun. Petit b. Facilite la participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soit librement accepté et soit mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales. 2. Les États parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et de réadaptation. 3. Les États parties favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de technologies d'aide conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l'adaptation et la réadaptation. Article 27. Travail et emploi. 1. Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouvert, favorisant l'inclusion et accessible aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment Petit a. Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l'emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi, le maintien dans l'emploi, l'avancement et les conditions de sécurité et d'hygiène au travail. Petit b. Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l'égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l'égalité des chances et l'égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs. Petit c. Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l'égalité avec les autres. Petit d. Permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation technique et professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général. Petit e.
Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi. Petit f. Promouvoir les possibilités d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit d'entreprise et l'organisation de coopératives et la création d'entreprises. Petit g. Employer des personnes handicapées dans le secteur public. Petit h. Favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres mesures. Petit i. Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés au lieu de travail en faveur des personnes handicapées. Petit j. Favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience professionnelle sur le marché du travail général. Petit k. Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes handicapées. 2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire. Article 28. Niveau de vie adéquat et protection sociale. 1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leurs familles, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie, et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, sans discrimination fondée sur le handicap. 2. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit, sans discrimination fondée sur le handicap, et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à petit a. Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et accessoires, et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap, qui soient appropriés et abordables. Petit b. Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté. Petit c. Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit. Petit d. Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux. Petit e. Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite. Article 29. Participation à la vie politique et à la vie publique. Les États parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent, petit a, à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États parties, entre autres mesures. 1. Veille à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser. 2. Protège le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret, et sans intimidation, aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif, ainsi que d'exercer toute fonction publique à tous les niveaux de l'État et facilite, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies. 3. Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin, si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter. Petit b. À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais 1. De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays,
et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques. 2. De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter au niveau international, national, régional et local, et de l'adhésion à ces organisations. Article 30. Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et au sport. 1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elle, petit a, ait accès aux produits culturels dans des formats accessibles. Petit b, ait accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles. Petit c, ait accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale. 2. Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société. 3. Les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels. 4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds. 5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisirs et sportives, les États parties prennent des mesures appropriées pour petit a. Encourager et promouvoir la participation dans toute la mesure possible de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux. Petit b. Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d'y participer. Et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l'égalité avec les autres, de moyens d'entraînement, de formation et de ressources appropriées. Petit c. Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques. Petit d. Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisirs et sportives, y compris dans le système scolaire. Petit e. Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d'organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisirs et des activités sportives. Article 31. Statistiques et collecte des données. 1. Les États parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherche, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent. Petit a. Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées. Petit b. Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation des statistiques. 2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées selon qu'il convient et utilisées pour évaluer la façon dont les États parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits. 3. Les États parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes. Article 32. Coopération internationale. 1. Les États parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard.
entre eux et s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à petit a. Faire en sorte que la coopération internationale, y compris les programmes de développement international, prennent en compte les personnes handicapées et leur soient accessibles. Petit b. Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence. Petit c. Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. Petit d. Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologies. 2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'obligation dans laquelle se trouve chaque État partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Article 33. Application et suivi au niveau national. 1. Les États parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux. 2. Les États parties, conformément à leur système administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu'il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l'application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme. 3. La société civile, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, est associée et participe pleinement à la fonction du suivi. Article 34. Comité des droits des personnes handicapées. 1. Il est institué un comité des droits des personnes handicapées, ci-après dénommé le comité, qui s'acquitte des fonctions définies ci-après. 2. Le comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de 12 experts. Après 60 ratifications et adhésions supplémentaires à la Convention, il sera ajouté 6 membres au comité, qui atteindra alors sa composition maximum de 18 membres. 3. Les membres du comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnues dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Les États parties sont invités, lorsqu'ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée à l'article 4.3 de la Convention. 4. Les membres du comité sont élus par les États parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d'experts handicapés. 5. Les membres du comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la conférence des États parties. À ces réunions, où le quorum est constitué par les 2/3 des États parties, sont élus membres du comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants. 6. La première élection aura lieu dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 4 mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de 2 mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention. 7. Les membres du comité sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles une fois,
Toutefois, le mandat de 6 des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de 2 ans. Immédiatement après la première élection, les noms de ces 6 membres sont tirés au sort par le président de la Réunion, visé au paragraphe 5 du présent article. 8. L'élection des 6 membres additionnels du comité se fera dans le cadre d'élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article. 9. En cas de décès ou de démission d'un membre du comité, ou si pour toute autre raison un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert, possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pouvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. 10. Le comité adopte son règlement intérieur. 11. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente convention et convoque sa première réunion. 12. Les membres du comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations unies, dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du comité. 13. Les membres du comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations unies, tels qu'ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations unies. Article 35. Rapport des États parties. 1. Chaque État partie présente au comité, par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, pour l'État partie intéressé. 2. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les 4 ans, et tous autres rapports demandés par le comité. 3. Le comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports. 4. Les États parties qui ont présenté au comité un rapport initial détaillé n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les États parties sont invités à établir leur rapport selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée à l'article 4.3 de la présente convention. 5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l'accomplissement des obligations prévues par la présente convention. Article 36. Examen des rapports. 1. Chaque rapport est examiné par le comité, qui formule les suggestions et recommandations d'ordre général sur le rapport qu'il estime approprié et qui les transmet à l'État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer en réponse au comité toutes informations qu'il juge utiles. Le comité peut demander aux États parties tout renseignement complémentaire relatif à l'application de la présente convention. 2. En cas de retard important d'un État partie dans la présentation d'un rapport, le comité peut lui notifier qu'il sera réduit à examiner l'application de la présente convention dans cet État partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les 3 mois de la notification. Le comité invitera l'État partie intéressé à participer à cet examen. Si l'État partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront. 3. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies communique les rapports à tous les États parties. 4. Les États parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l'accès du public aux suggestions et recommandations d'ordre général auxquelles ils ont donné lieu. 5. Le comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations unies et aux autres organismes compétents, s'ils le jugent nécessaire, les rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseil ou d'assistance technique, accompagné, le cas échéant, de ces observations et suggestions touchant la dite demande ou indication, afin qu'il puisse y être répondu. Article 37. Coopération entre les États parties et le comité. 1. Les États parties coopèrent avec le comité,
et aide ses membres à s'acquitter de leur mandat. 2. Dans ses rapports avec les États parties, le comité accordera toute l'attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l'application de la présente convention, notamment par le biais de la coopération internationale. Article 38. Rapport du comité avec d'autres organismes et organes. Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu'elle vise. Petit a. Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité. Petit b. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte selon qu'il le juge approprié les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d'établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives, et d'éviter les doublons et les chevauchements dans l'exercice de leurs fonctions. Article 39. Rapport du comité. Le comité rend compte de ses activités à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les 2 ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des informations reçues des États parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties. Article 40. Conférence des États parties. 1. Les États parties se réunissent régulièrement en conférence des États parties pour examiner toute question concernant l'application de la présente convention. 2. Au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, la conférence des États parties sera convoquée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ces réunions subséquentes seront convoquées par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les 2 ans ou sur décision de la conférence des États parties. Article 41. Dépositaire. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente convention. Article 42. Signature. La présente convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration régionale au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à compter du 30 mars 2007. Article 43. Consentement à être lié. La présente convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des organisations d'intégration régionale qui l'ont signée. Elle sera ouverte à l'adhésion de tout État ou organisation d'intégration régionale qui ne l'a pas signée. Article 44. Organisation d'intégration régionale. 1. Par organisation d'intégration régionale, on entend toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ces États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, ces organisations indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Par la suite, elles notifient aux dépositaires toute modification importante de l'étendue de leurs compétences. 2. Dans la présente Convention, les références aux États parties s'appliquent à ces organisations dans la limite de leurs compétences. 3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, les instruments déposés par les organisations d'intégration régionale ne sont pas comptés. 4. Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, à la conférence des États parties dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres partis à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement. Article 45. Entrée en vigueur.
1. La présente convention entrera en vigueur le 30e jour suivant le dépôt du 20e instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la convention ou y adhéreront après le dépôt du 20e instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le 30e jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle. Article 46. Réserve. 1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la présente convention ne sont pas admises. 2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment. Article 47. Amendement. 1. Tout État partie peut proposer un amendement à la présente convention et le soumettre au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si dans les 4 mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononce en faveur de la convocation d'une telle conférence, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des 2 tiers des États parties, présents et votants, est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États parties. 2. Tout amendement adopté et approuvé, conformément au paragraphe 1 du présent article, entre en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation atteint les 2 tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État partie le 30e jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les États parties qui l'ont accepté. 3. Si la conférence des États parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article, et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40, entre en vigueur pour tous les États parties le 30e jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation atteint les 2 tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. Article 48. Dénonciation. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet 1 an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu une notification. Article 49. Format accessible. Le texte de la présente convention sera diffusé en formats accessibles. Article 50. Texte faisant foi. Les textes anglais, arabes, chinois, espagnols, français et russes de la présente convention feront également foi. En foi de quoi les plénipotentiaires sous-signés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fin. Dit par Émile Berlerme. Dans le texte de cette convention, il est écrit que nous appartenons à la société. Or, nous n'appartenons à personne, sinon ce serait de l'esclavage. Nous ne pouvons donc appartenir à aucune société. Nous sommes par contre des associés. Il faut également rappeler que nous sommes des associés contraints à exister, et donc des associés contraints à l'association, dès notre naissance, sans notre consentement. Chaque personne a été mise au monde pour le service parental, donc social. J'ai écrit un texte qui s'intitule « Source du handicap » et qui mentionne ces faits. Le lien est dans la présentation. Une personne qui naît handicapée, donc pour le service social, est victime d'un extrêmement grave préjudice moral dont il n'est pas fait mention dans cette convention. Il doit être rajouté nécessairement. Les personnes qui naissent handicapées doivent jouir tout au long de leur vie d'une discrimination positive en leur faveur pour compenser l'inégalité fondamentale inhérente à leur handicap infligé, et parfaitement inadmissible selon les principes d'humanité. Comment un tel oubli peut-il exister dans un texte de cette importance ?